l'époque du style sévère, qu'on a cette virtuosité avérée, attestée, et puis également le fait que les artistes ont su dans le même temps maîtriser les techniques de soudage. S'ils n'avaient pas maîtrisé ces techniques, ils n'auraient pas pu réaliser ces œuvres dont les différentes parties sont coulées séparément, puis soudées, et cela a été l'enjeu de tous les bronziers à partir de la Renaissance occidentale, puisque eux ne savaient plus souder, comme les anciens, comme dans le monde antique, et que, à partir de ce moment-là, la prouesse a été de couler d'une seule venue, d'un seul jet, ce qui n'était évidemment pas le cas, et nous verrons que, on le sait, que les artistes de l'Antiquité soudaient à la perfection et selon des techniques qui fascinent les bronziers d'aujourd'hui. Donc c'est dans ce contexte que nous avons commencé à étudier l'Aurige. Alors cette mission qui s'est déroulée en mai 2017 a conduit à observer visuellement tous les éléments du groupe, c'est-à-dire la statue et 14 fragments, pour confirmer ou infirmer les observations qui avaient été faites antérieurement. Il y a eu évidemment une recension bibliographique pour voir tout ce qui avait pu être dit. Et puis, nous avons pu également faire les premières analyses par microfluorescence X portable. Ces analyses qui ont été effectuées de façon totalement non destructive en ayant recours à la spectrométrie de fluorescence X à partir de ce petit appareil portable que vous voyez ici. Au total, 58 points d'analyse ont été effectués sur les éléments du groupe de l'Aurige, mais cependant, nous savions très bien qu'il fallait prendre les résultats avec précaution, parce que des résultats semi-quantitatifs, avec des analyses effectuées directement en surface, avec une profondeur inférieure à 0,5 mm, donc intégrant à la fois les composés de corrosion et le substrat métallique sous-jacent, donc des résultats reflétant la composition des couches de corrosion couvrant l'objet et non la composition originelle de l'alliage. Mais ces résultats, qu'il faut donc interpréter avec précaution, se sont révélés essentiels, car évidemment, la composition de la corrosion est en relation directe avec celle du métal originel, et nous avons pu identifier déjà des types d'alliage, mettre en évidence des impuretés caractéristiques, confronter différentes pièces et zones du groupe statuaire. Donc véritablement, il y a déjà eu une amorce de résultats tout à fait inattendus dont nous allons vous parler. Alors nous étions en revanche un peu frustrés parce que, comme vous le savez, les observations visuelles publiées depuis la découverte du groupe en 1896 n'ont été que très peu documentées. Nous n'avons que très peu de photos. Elles sont excellentes, mais alors que tout était possible, qu'il était possible, en éclairant l'intérieur des fragments, de voir des détails qui aujourd'hui sont essentiels, rien n'a été fait. Il y a eu simplement des descriptions, parfois telles que certains spécialistes étrangers n'ont pas forcément compris ce que voulait dire celui qui publiait, et cela a donné lieu à des anomalies d'interprétation. Je vous en montrerai l'une en particulier. Et donc, également, vous voyez cet autre détail qui témoigne absolument de ce que l'on aurait pu voir s'il y avait eu le moyen d'éclairer l'intérieur de la statue. Et peut-être que ce qui est le plus important en termes de documentation, c'est pratiquement la première photo de la partie inférieure de l'Aurige, le 28 avril 1896, cette découverte de la partie inférieure où on voit l'émergence, on voit les pieds et on voit le dessous des pieds, la plante des pieds. Et en fait, il y a eu d'autres photos qui ont été réalisées par Jean Bousquet en 1939 et qui sont très importantes. On peut penser qu'il ne s'est rien passé en termes de modification entre le moment où l'œuvre a été installée et 1939, le moment où
la statue a été déposée pour être emportée à Athènes, au Musée national, où elle a été préservée. Mais on voit déjà que pour pouvoir placer l'œuvre sur son socle moderne, il y avait eu des ajouts, notamment dans les talons, pour introduire les tiges de fixation. En revanche, ce qui est essentiel, c'est qu'on voit encore très bien le goujon antique qui se trouvait, qui est resté dans la partie antérieure du pied gauche. Or, ce qu'on voit sur cette photo, comme sur la suivante, c'est que ce goujon de section carrée, c'est ce que dit Théophile Homole, section carrée et propre de toute soudure, était perforé. Donc on a là un type de fixation tout à fait unique qui, selon nous, témoigne du fait qu'il était conçu pour qu'on introduise une tige dans la cavité circulaire que vous voyez en dessous, cela signifiant donc que c'était un maintien par en dessous. Et cela confirmerait, selon nous, que l'orige, contrairement à ce qui a pu être dit, ne se trouvait pas directement sur une base de pierre, mais se trouvait fixée, selon la technique indirecte, sur du bronze et donc sur la plateforme du char, donc du quadrige. Donc on a ici sans doute un élément essentiel. Malheureusement, il n'y a qu'une photo que nous connaissons publiée par François Chamou en 1955 de l'état du dessous des pieds au retour, donc en 1947-1948, et malheureusement on voit que le dessous des pieds a été complètement dissimulé par plus de plomb encore, et malheureusement le cadrage fait qu'on ne voit que le pied droit qui n'intéresse pas, et pas le pied gauche. Donc actuellement, nous ne savons pas comment se présente ce goujon antique, s'il est encore présent, et malheureusement, il y a eu un tel empattement de plomb moderne que on ne sait pas trop ce que l'on est susceptible de trouver. Mais on a pu notamment déjà observer certains détails, et si on va sous la tunique, ça avait été observé absolument par Théophile Homole, dont la clairvoyance est peut-être saluée. Ce qu'il a écrit sur l'orige est tout à fait remarquable. Observé aussi par François Chamou, il y avait à 15 cm à l'intérieur une paroi un peu convexe qui était destinée à la fixation des parties inférieures des jambes. Et en fait, vous voyez sur cette photo les bassins d'alimentation des coulées secondaires qui ont permis de souder les pieds à la paroi. Ce qu'on ne sait pas, c'est si cette paroi a été coulée séparément, comment se présentait la paroi par-dessus, comment étaient fixés précisément les deux pieds. Et là, il faudra des analyses, évidemment, autrement plus complexes pour arriver à revoir ce qui se passe au-dessus. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait eu à l'intérieur de la paroi, c'est François Chamou qui le précise en 1955, disant que Pierre de Lacoste-Messelière avait pu observer avant 1940 la présence au fond de la jupe de deux goujons carrés identique à celui de la plante des pieds qui est antique. Donc pour le moment, évidemment, on ne sait rien, en tout cas on ne peut rien observer. Une des découvertes qui est essentielle, nous le pensons, et qui devrait faire avancer les choses, même si on sait que l'orige est un jalon parfaitement daté, en tout cas, vous voyez que quand on regarde les deux photos en bas à droite, et particulièrement la dernière qui vous montre en pointillé ce que nous avons pu observer en faisant varier l'éclairage, il y a ce que l'on connaît depuis la découverte des bronzes de Riace en 1972, c'est-à-dire un système de soudage en cuvette, par vasquette. Et c'est ce que reproduit le dessin de Sean Hemingway en haut à gauche. Et donc c'est parfaitement correct, c'est ce que l'on attend pour la première moitié du Ve siècle, mais qui montre encore à quel point
cette technique de soudage ce procédé était maîtrisé à cette époque déjà parfaitement. Et donc, quand François Chamoux disait que rien ne se voyait à l'extérieur, mais qu'une main très fine pouvait, montant dans le cou, sentir qu'il y avait une protubérance et que donc il y avait une soudure au niveau, rattachant au niveau du cou, c'est une phrase qui n'a pas été comprise par des spécialistes qui ont pensé que la soudure se situait au niveau de l'encolure. En fait, pas du tout. On voit bien que la soudure en vasquette, en cuvette, se trouvait au milieu du cou, ce qui est parfaitement normal. Et puis, nous avons retrouvé cette technique sur l'un des fragments de jambe postérieure de cheval. Vous voyez ici qu'il y a simplement la demi-ellipse, la demi-cuvette d'une des parties à souder. Et c'est à cet endroit-là que la jambe a cédé, la jambe du cheval a cédé. Donc c'est quelque chose que nous aimerions analyser parce que ce dont on se rend compte, d'après les exemples que nous avons pu étudier jusqu'à présent, le métal de soudure, de coulée secondaire, est exactement de la même composition élémentaire que les deux parties à souder, ce qui fascine les bronziers actuels. Ce n'est jamais ce que l'on fait aujourd'hui, on ne le fait plus. On a des brasures qui sont d'une température de fusion inférieure. Et là, même température de fusion, rappelons-nous que ces grands artistes n'avaient que leurs mains et leurs yeux pour fabriquer ces œuvres de près de 2 mètres de hauteur. L'Aurige de Delphes est un peu plus petit, il mesure 1,80 m. Donc, on est ici sur ce potentiel extraordinaire qui pourrait être analysé, vérifié, et on a d'autres éléments qu'il faudrait vérifier. Vous voyez que devant l'oreille, il y a une mèche de cheveux triangulaire, plus plastique, et on sait qu'à cette époque, les mèches plastiques étaient coulées à part pour être soudées ensuite. Donc il faut que l'on voit si on peut repérer ces éléments qui auraient été coulés à part puis rapportés. De même qu'on peut se poser la question pour l'extrémité, les deux extrémités du bandeau, le nœud du bandeau, où on peut se demander si ce nœud a été coulé à part puis soudé, rapporté, ou au contraire, si on a une variante de cette technique que l'on appelle la surcoulée, c'est-à-dire un modelage en cire et un retravail en cire pour une nouvelle coulée pour associer ces extrémités du bandeau au bandeau lui-même. Et donc, on s'est intéressé déjà, on a pu s'intéresser à la polychromie, car cette œuvre était polychrome, à la manière métallique, c'est-à-dire avec des incrustations, avec des ajouts qui venaient introduire des couleurs différentes à l'alliage général de la statue. Et donc, déjà, le travail par les analyses par microfluorescence X portable ont permis de démontrer qu'il y avait un premier ensemble réunissant les coulées de l'Aurige et de tous les fragments qui lui sont associés, un alliage qui serait un bronze à fort éteint, aux alentours de 10-11% d'éteint, donc un bronze assez jaune. Et évidemment, c'est une tendance. Il faudrait maintenant caractériser plus précisément cet alliage. Et on voit très bien sur ces photos aussi que ce que l'on connaît par ailleurs pour l'époque du style sévère, les sourcils qui sont d'une corrosion différente étaient très vraisemblablement incrustés de cuivre rouge, les lèvres également, et puis on voit que parmi les éléments qui permettaient de rajouter de la couleur, il y avait les dents. Ces dents qui, vous voyez que la bouche de l'Aurige est ouverte, ces dents qui avaient été tu peux reculer un peu ? Non. Oui, qui avaient été repérées par Théophile Homolle et qui, ensuite, c'est une notion qui a été oubliée,
et c'est en 1987 que Caroline Hauser a redit qu'il y avait cette introduction d'un éclat blanc entre les lèvres ouvertes. Alors, parmi les choses qu'il faudrait vérifier, c'est la nature des yeux qui apportaient une couleur très particulière. Et, par exemple, on sait que les cils étaient découpés dans des tôles qui étaient en cuivre pur, pas en bronze. Donc, on aimerait bien pouvoir identifier cela. Et par exemple, à droite, je vous montre un détail de l'un des yeux du guerrier B de Riace à l'occasion de la dernière restauration, et c'est publié là dans le Turuk classique, le catalogue de 2013. Vous voyez que la paupière supérieure avec les cils découpés a été insérée de champ. Elle a retrouvé son logement. On ne sait pas encore, on a des informations qui ne sont que des informations visuelles sur les yeux. Et pour ne citer que quelques commentaires, voilà ce que l'on sait des yeux. L'œil même est composé de matière colorée, ouvrait le fond blanc, pâte, la prunelle brune et la pupille noire, des pierres, de l'onyx sans doute. Et puis, donc, en 1943, M. de Lacoste-Messelière, pâte d'émail blanc et pierre sombre. François Chamoux en 1955, le fond de l'œil est fait d'une pâte blanche, l'iris est d'un marron très clair, entouré d'un cercle noir, et enserre étroitement le rond noir de la pupille. On n'est que dans des approches de couleurs. Il parle de pâte de verre, de pierre de couleur pour les globes oculaires, et Carole Matouche parle également, reprend toutes ces notions, reparle d'onyx, mais pour le moment, on ne sait rien. Et il faudrait trouver le moyen, par d'autres techniques, dont Benoît Mille vous parlera, sans toucher à l'œil, bien sûr, d'avancer sur ce point. De même que on pourrait se dire, à regarder les yeux de l'Aurige, et en ayant en tête l'œil droit du guerrier A de Riace, vous voyez que la caroncule lacrymale est une petite pierre rosâtre. Ça a été mis en évidence par cette dernière restauration, donc une petite pierre de quelques millimètres simplement, quand on connaît la hauteur 1,98 m de la statue. Donc jusque dans les moindres détails, il y avait des petites touches de couleur qui étaient introduites dans les grands bronzes de l'époque du style sévère. Et puis, donc, je reviens sur les lèvres et les dents. Vous avez donc à gauche, à droite pour vous le guerrier de Riace. Donc c'est beaucoup plus complexe sur le guerrier de Riace puisque les poils de la moustache ont été coulés dans un alliage différent de l'alliage de cuivre pur de la lèvre supérieure. Et on peut se poser la question de cette nature des incisives blanches de l'Aurige. Donc peut-être, probablement, mais il faudrait le démontrer, de l'argent. Et ce qui avait été identifié, c'est à l'arrière une sorte de bande de plomb en arc de cercle, un morceau de plomb qui a été analysé au Musée national d'Athènes et qui était peut-être destiné à maintenir le plaquage des lèvres. On ne sait pas si ces lèvres sont des lèvres massives. On doit pouvoir avancer, là encore, sur cette technique. Donc, vous voyez déjà un ensemble de couleurs introduites, mais il y en a d'autres. Et notamment, le fait, ce dont nous parlions, c'est-à-dire cette cordelette qui retenait, qui plaquait la tunique sur la partie supérieure du corps, là, c'est du cuivre non allié, donc c'était d'une couleur rouge. Donc, vous voyez que vous commencez à voir l'Aurige qui était de couleur jaune avec des ajouts de couleur rouge, mais également il y a la ceinture qui appartient à un second groupe qui peut-être, qui en tout cas touche des parties qui étaient plutôt martelées et avec un faible pourcentage d'étain, donc une couleur plus rosée pour la ceinture, contrastant avec la cordelette de cuivre rouge. Et puis,
également quelque chose qui était totalement inattendu, c'est l'étude que nous avons pu faire du bandeau. Vous savez que ce bandeau est décoré d'un méandre qui était incrusté. On a toujours dit depuis le début qu'il s'agissait d'une incrustation d'argent. Ce n'est pas cela, mais grâce à la microfluorescence, on a pu le démontrer, c'est de l'étain. C'est la première fois qu'on découvre dans une grande statue de bronze la présence d'étain à titre décoratif. Et puis, à proximité du stylet que vous voyez, il y a également deux éléments qui font partie du décor du bandeau, qui sont plus sombres, noirs même, assez plats, et en fait, et qui encadrent le méandre. En fait, c'est du cuivre, mais là, nous nous demandons pourquoi il y a cette couleur sombre, et si nous n'avons pas là une patine antique, qui reste à découvrir. En tout cas, si c'est une patine noire, cela ouvre tout un champ d'études, et cela permettrait peut-être, mais c'est une hypothèse, de revenir à cette notion du cuivre noir qui, un peu plus tard, a été associée à ce que l'on appelle, et ce que les textes appelaient les bronzes de Corinthe. C'est-à-dire, il faudrait qu'on trouve un alliage de cuivre contenant un peu d'or et d'argent. Donc ça, c'est encore une hypothèse. En tout cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas du domaine de la corrosion naturelle qui serait survenue lors de l'enfouissement. Et puis, il y a la question du bras. Alors, le bras juvénile, vous savez qu'il y a eu de nombreuses études et hypothèses pour savoir comment ce jeune enfant se trouvait placé, si c'était l'évocation de la course au cheval monté, s'il y avait deux jeunes enfants sur les chevaux, ou un seul peut-être, puisqu'il n'y avait eu des Deinomenides qu'une victoire au cheval monté, avec plutôt deux victoires au cheval monté, mais avec le même cheval, Phénéricos, donc peut-être le quadrige et un cheval monté, à moins que le personnage ait été à pied à côté de ce cheval indépendant. Mais, et c'est Benoît Mille qui vous en parlera, il y a une différence déjà dans la composition élémentaire qui fait peut-être revenir sur l'appartenance du bras au groupe statuaire de l'Aurige. Et puis, il y a également, toujours dans les réserves, un fragment de chevelure, un peu comme ce triangle qui a été découvert, qui est à l'avant de l'oreille de l'Aurige. Donc c'est un fragment qui a été exhumé dans la même zone que l'Aurige, le 9 mai 1896, le même jour que le coussinet de Joux. Donc on est dans la maison Kounoupis. Or, ce fragment présente exactement les mêmes caractéristiques de composition que a priori, que le bras juvénile. Et en tout cas, on peut se demander si on n'a pas là un élément qui pourrait être rajouté au groupe ou à une autre statue et qui est encore à définir. Donc nous en sommes là pour l'instant, et le projet, cette première mission, était là pour essayer de démontrer tout le potentiel et tout ce qu'on pouvait chercher à trouver sur ce jalon chronologique remarquable qu'est l'Aurige de Delphes. Merci Sophie. Je vais rentrer un petit peu dans le détail des résultats des analyses qui ont été effectuées par Fluorescence X pour montrer le potentiel, d'une part, des analyses qui ont été effectuées, mais aussi pour montrer les limites qui sont atteintes par ces analyses préliminaires de surface non destructives, comme l'a déjà bien expliqué Sophie Descamps. Vous voyez ici, sur cette diapositive, un graphique qui montre la composition en impureté de chaque analyse qui a été effectuée, donc sur la cinquantaine d'analyses qui ont été effectuées sur le groupe de l'Aurige, et une autre cinquantaine d'analyses sur d'autres fragments de grand bronze. La technique de Fluorescence X n'est pas une technique extrêmement sensible. Elle permet
de détecter dans un alliage cuivreux classiquement 4, 5, 6 éléments chimiques qui nous permettent quand même de donner une première approximation du spectre d'impureté qui était contenu dans le métal. Et on a finalement beaucoup de chance parce qu'un résultat finalement inespéré a émergé de ces analyses, puisqu'il s'avère que le groupe de l'Aurige est marqué par une impureté très particulière, puisqu'il contient tous les éléments que nous avons analysés contiennent de fortes teneurs en bismuth, entre 0,5 et un peu plus de 1% de bismuth, ce qui est assez inhabituel, pas exceptionnel, mais assez inhabituel, et ça en fait un marqueur géochimique qui permet de reconnaître assez facilement la composition chimique des éléments du groupe statuaire de l'Aurige. Et ce que Sophie Descamps vous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une exception notable, c'est le bras juvénile, ce bras dit de l'écuyer, qui ne présente pas, qui est le seul à ne pas présenter ce spectre d'impureté contenant du bismuth. Donc évidemment, ça pose la question de son appartenance au groupe de l'Aurige, et il faudra mener d'autres analyses plus approfondies, non seulement des analyses élémentaires, mais aussi d'autres analyses techniques, comparer les noyaux pour essayer de travailler sur cette question, d'aller plus loin et de faire une proposition quant à cette attribution possible ou non au groupe statuaire. Vous voyez que ce marqueur chimique, alors c'est ce qui apparaît en vert, hein, le bismuth, et vous voyez que ce n'est pas un marqueur chimique très courant. On ne le retrouve quasiment sur aucun des autres grands fragments de grand bronze que nous avons analysés dans les réserves du musée de Delft. Donc voilà, un premier résultat assez inattendu et qui démontre l'énorme potentiel de ces analyses élémentaires. Alors, quelque chose dont Sophie Descamps que Sophie Descamps a déjà évoqué, c'est la composition attendue de ces bronzes, des différentes pièces qui constituent le groupe de l'Aurige. Et là, on est confronté à une difficulté. On reconnaît effectivement qu'il y a plusieurs classes d'alliage. Vous voyez, une classe de bronze qui était à fort taux d'étain, très dispersé. Vous voyez, ça peut monter jusqu'à 45% d'étain. C'est évidemment une composition aberrante, hein, je vais revenir sur ce point. Et puis, des éléments, notamment tous ces éléments ici, de bronze à plus faible taux d'étain. Et on a l'impression de reconnaître deux types de compositions principales pour les pièces composant le groupe de l'Aurige. Des bronzes à fort taux d'étain qui donc composaient les pièces principales de la statue, et puis certains éléments rapportés comme la ceinture, mais aussi comme les rênes des chevaux, fait d'un bronze à plus faible taux d'étain. Maintenant, on est bien embêté pour caractériser précisément la composition de ces alliages, parce que l'analyse par fluorescence X, là, trouve les limites dont je parlais. Ce sont des analyses de surface qui analysent la corrosion du métal. On n'analyse pas le métal lui-même, mais les couches d'altération de ce métal. Et la corrosion du bronze se résume souvent à une sorte de dissolution du cuivre, une dissolution sélective du cuivre, et donc un enrichissement apparent en surface d'étain, ce qui explique très bien ces compositions très dispersées que l'on observe sur la statue. Alors bien évidemment, on ne peut pas on espère pouvoir aller plus loin et caractériser très précisément ces alliages. Pour ce faire, nous n'avons pas d'autre choix que de devoir recourir à des micro-prélèvements. Alors c'est quelque chose qui se fait de façon assez, j'allais dire, je vais juste replacer, avant de revenir sur cette question des micro-prélèvements, la composition du groupe de l'Aurige dans le graphique que tout à l'heure Sophie Descamps vous a présenté, de la base de données Héphaïstos. Vous voyez, les bronzes de la première moitié du 5e siècle sont là, et la composition attendue de ces bronzes sont des bronzes effectivement à relativement fort taux d'étain, entre 8 et 12%. On n'en connaît pas beaucoup, mais la tendance révélée par les premières analyses du groupe de l'Aurige vont plutôt dans ce sens-là,
mais on a vraiment besoin de pouvoir réaliser ces micro-prélèvements pour caractériser très précisément la composition du métal. Alors, des micro-prélèvements, ça se passe de quelle manière? On va extraire, grâce à une toute petite perceuse et des petits forets, quelques copeaux de métal. Et ces copeaux de métal, on va ensuite les analyser par des techniques beaucoup plus sensibles que la fluorescence X, des techniques de spectrométrie d'émission atomique qui nous permettent de dresser un véritable panorama de la composition chimique, une analyse panoramique sur une trentaine d'éléments chimiques différents, ce qui nous permet d'asseoir de façon statistique, d'une façon très discriminante, la composition et de comparer les compositions des pièces entre elles. Et ça, c'est un point évidemment essentiel de pouvoir caractériser et comparer les pièces entre elles. C'est notamment très important pour un sujet qui est essentiel à cette période du style sévère, c'est la question du soudage. La période du style sévère, c'est la période où l'on met au point ces techniques très élaborées de soudage, où on les met au point, on pourrait presque penser de façon définitive pour l'ensemble de la période grecque et romaine, parce qu'on ne note pas ensuite d'évolution essentielle. Les soudures en cuvette que vous ont présenté tout à l'heure, que Sophie Descamps vous a présenté tout à l'heure, sont des soudures qui resteront utilisées jusqu'à la fin de la période romaine pour fabriquer des grands bronzes. Et cette technique, elle est peut-être mise au point au moment même de cette fabrication des bronzes de la période du style sévère. Et on sait, grâce à des études comparées, vous voyez ici sur ce graphique, des études qui comparent la composition de ce qu'on appelle les coulées primaires, c'est-à-dire les pièces principales, et le métal de coulée secondaire, le métal d'apport, qui est versé sur les deux pièces principales pour les souder. Et la tendance générale que l'on observe sur les bronzes grecs puis romains, c'est de couler un métal d'apport qui a la même composition que les pièces principales à souder. Et alors vous voyez ici que c'est une tendance générale et qu'ensuite on observe une certaine diversité et que cette diversité, elle est assez souvent, pas toujours, mais elle est assez souvent liée au degré de contrôle, finalement à la qualité et disons aux soins que met le fondeur et celui qui fait les assemblages à bien contrôler ses compositions pour avoir rigoureusement la même composition. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est que cette règle d'avoir la même composition d'alliage pour souder deux pièces de métal dans la grande statuaire, ça n'est pas une généralité du monde antique. Et on connaît un magnifique contre-exemple avec la statuaire sud-arabique qui a été fabriquée dans le même éventail chronologique, à partir peut-être même un peu avant, dès le 7e siècle avant notre ère, jusqu'au moins le 3e siècle après Jésus-Christ. Et on a une autre logique de composition pour assembler deux coulées primaires et où on va de façon systématique, donc le codage est le même, les métaux de coulée secondaire pour l'assemblage sont les carrés et les pièces qui sont assemblées par le métal de soudage, vous voyez, sont de compositions très différentes et le métal de soudage se place toujours dans une composition d'alliage intermédiaire entre les deux pièces à souder. Donc une autre logique et évidemment la question de cette composition des alliages et de confronter, de bien comprendre comment on a contrôlé la composition des alliages et est-ce qu'on a appliqué dès la période du style sévère des alliages qui ont la même composition pour le métal de soudure et les deux pièces à assembler, c'est quelque chose qu'il faut contrôler, c'est quelque chose qui n'a pas encore été étudié de façon qui permette de le discuter. Et là, on a un sujet essentiel, étant donné l'importance que représentent ces techniques de soudage pour l'Antiquité. Alors ça impose évidemment de recourir à un certain nombre de prélèvements. On va essayer de les limiter dans le projet, on essaiera évidemment de les limiter au maximum, de les effectuer dans des endroits qui sont les plus discrets possibles, qui ne menacent absolument pas l'intégrité de la statue, mais évidemment, c'est quelque chose qui serait essentiel pour bien comprendre ces techniques d'assemblage. Pour vous montrer aussi tout l'intérêt qu'il y a à analyser en détail ces compositions, vous voyez ici l'exemple du pied de Clermont-Ferrand, un pied colossal qui est un pied romain découvert récemment lors de fouilles préventives et
on a pu mettre en évidence que les alliages, il était présenté sur le graphique tout à l'heure, vous voyez, les alliages du pied de Clermont-Ferrand. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de soudure parce que la statue est très parcellaire, mais les alliages et le métal de soudage ont la même composition pour ce qui concerne les alliages. Mais en analysant, en regardant de près le spectre d'impureté du métal, on a pu mettre en évidence l'ajout à quelques centièmes de pourcent, hein, c'est du 0,005% d'ajout de phosphore systématiquement dans le métal de soudage, qui nous montre qui nous aide à bien comprendre les secrets et qu'est-ce qui permettait aux soudeurs de l'Antiquité de réussir ces assemblages qu'on n'a jamais réussi ensuite à reproduire. Il y avait des secrets derrière ces techniques de soudage, notamment l'utilisation d'un flux ici qui, ajouté dans le métal de soudage, facilitait le soudage par fusion. Et donc ce type de mise en évidence nécessite des analyses extrêmement approfondies qui ne sont permises que si l'on a la chance de pouvoir réaliser ces micro-prélèvements. Alors des micro-prélèvements, on en aura également besoin si l'on veut documenter de façon approfondie les noyaux qui composaient la statue. On a des restes de noyaux dans les jambes des chevaux. On en a, on le voit très bien dans le bras juvénile. Les descriptions de Théodore Homolle et de Benoît Chamou et de François Chamou montrent que au moment de la découverte et jusqu'à l'époque de François Chamou, on pouvait observer dans la statue des restes de noyaux. Il faudrait pouvoir étudier ces noyaux de façon à confronter les différentes pièces entre elles et là encore poser la question notamment de l'appartenance du bras au groupe statuaire. Alors, analyse de composition très précise, mais évidemment ça ne suffira pas à bien documenter, à bien comprendre les techniques de fabrication de l'aurige de Delphes. Et si l'on veut travailler à mieux comprendre les techniques de moulage, les techniques de fonte, comment on a travaillé la cire, de quelle façon, quels ont été les... Est-ce qu'il y a eu des défauts, est-ce que le fondeur a été confronté à des difficultés lors de la coulée, comment on a réparé, comment on a caché ces défauts, comment le noyau était maintenu dans le moule, par quel type de clous distanciateurs, quelles étaient les épaisseurs de parois métalliques. Pour tout ça, les accès sont évidemment très très difficiles et ces observations à l'œil nu sont impossibles ou extrêmement partielles. Et on a absolument besoin d'essayer de voir à l'intérieur de l'aurige de Delphes. Et quelle est la façon la plus facile de voir à l'intérieur d'une statue? C'est comme pour le corps humain, comme dans le domaine médical, c'est d'effectuer de l'imagerie X, de la radiographie. Et vous avez ici l'exemple de l'apoxiomène de Croatie. Lorsqu'il est venu en 2013, après son exposition au musée du Louvre, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, pour être radiographié. Et vous avez là les vues qui ont été obtenues. Alors on voit, la première chose que l'on voit, c'est le montage moderne, le squelette moderne qui permet de rigidifier et de maintenir toutes les pièces entre elles. Mais ça nous permet aussi de documenter les lieux des assemblages, les lieux de ces fameuses soudures, les épaisseurs de parois métalliques, de repérer les défauts, de mieux voir toutes les plaquettes de réparure, leur forme. Et pour cela, on a besoin d'une couverture complète. Vous voyez, une vue, et sous deux angles différents, au moins une vue de face et une vue de profil de la statue. Alors, évidemment, il n'est pas question de déplacer l'aurige de Delphes. Il faut donc envisager, si l'on veut conduire un tel projet, d'avoir recours à une imagerie qui se ferait directement sur place. Et pour faire cette imagerie, ici, les techniques de radiographie conventionnelles ne conviennent pas. Il n'existe pas en fait de tube de rayons X suffisamment puissants et portables que l'on peut transporter, qui pourraient être mis en œuvre. Par ailleurs,
l'orige de Delphes, on attend des épaisseurs de parois métalliques qui sont plus importantes, parce que c'est un bronze du 5e siècle, que l'apocumène de Croatie. On attend des épaisseurs telles qu'elles ont été relevées par Théodore Homol, de l'ordre de 8 à 13 mm, qu'il faut multiplier par 2 puisqu'on aura 2 épaisseurs de parois à traverser, donc des épaisseurs de parois, du bronze, une épaisseur de bronze qui peut aller autour de 3 cm. Et pour cela, pour percer une telle densité de matériaux et voir l'intérieur de la statue, il faudra des techniques extrêmement puissantes. Cette capacité pourrait nous être offerte si l'on a recours à une autre technique d'imagerie qui est la gammagraphie. Alors la gammagraphie impose de transporter une source, d'amener une source radioactive, une source d'iridium 192. Donc elle impose d'essayer de confiner la gammagraphie, donc de confiner le faisceau et de restreindre la zone que l'on souhaite gammographier. Donc c'est toute une spécialité qui est maîtrisée notamment par les gens qui font des inspections dans le domaine industriel. Et on propose de monter une collaboration avec un institut, l'Institut de soudure, qui a la maîtrise justement de ces techniques de gammagraphie industrielle et de combiner notre connaissance des techniques de la grande statuaire et notre expérience de la radiographie de ces grandes statues avec l'expérience de l'Institut de soudure pour réaliser des gammographies sur place sous 2 angles différents, vous voyez, tirés qui se dirigeraient vers la montagne pour essayer vraiment de restreindre. Évidemment, il faudrait effectuer ces analyses, ces examens la nuit, quand il n'y a personne, et donc, à l'aide de cette source, de films numériques, de cassettes qui nous permettent, que l'on déplacera, constituer les deux vues dont on a besoin, la vue de face et la vue de profil. Alors, vous avez ici les premiers essais que l'on a effectués en collaboration avec l'Institut de soudure. On a pris un cobaye qui nous a été généreusement prêté par Sophie Descamps, un fragment colossal de doigt. Donc vous voyez, le doigt mesure 40, là on a 2 phalanges, a priori d'un index, qui mesure 40 cm de long. Je vous laisse imaginer la taille de la statue. Et vous voyez ici, on avait effectué une étude, une radiographie X au C2RMF de ce doigt. Et vous voyez un certain nombre de détails apparaître. Et on a demandé à l'Institut de soudure de tester différentes conditions de gammagraphie dans leur laboratoire à Villepinte, dans le nord de Paris, pour essayer de voir si on obtient des résultats qui nous permettent d'espérer effectuer les observations technologiques dont on a besoin, dont on aurait besoin pour lire les détails techniques sur l'orige. Et je vous montre ici une vue rapprochée des 2 conditions qui ont été testées, confrontées à la radiographie X conventionnelle. Et si vous vous apercevez que les images sont moins contrastées en gammagraphie, néanmoins, notamment pour un temps d'exposition un petit peu plus long, 7 minutes, on retrouve tous les détails attendus, les mêmes. Alors, ce qu'on appelle une gerce, c'est-à-dire une infiltration de métal dans le noyau. On visualise très bien l'emplacement du clou distanciateur, tous les petits défauts que vous voyez ici, certes moins contrastés, mais on les distingue très bien. On distingue même un peu mieux, de façon un peu plus nette, avec moins de diffusion, l'épaisseur des parois métalliques, etc., etc. Et donc, on est assez optimiste sur l'intérêt de la réalisation de ces gammographies. Et pour finir, je voudrais revenir sur le potentiel qui nous est offert, qui pourrait nous être offert par de nouvelles techniques d'analyse qui se rapprochent beaucoup de la fluorescence X que l'on a déjà mise en œuvre de façon ponctuelle sur l'orige, mais de plus en plus, on arrive maintenant à faire des cartographies élémentaires, des cartographies X élémentaires sur les œuvres de musée. Et tout ça vient d'une
de premières applications qui ont été effectuées sur les peintures. Et vous voyez ici un extraordinaire exemple, le premier exemple qui a été réalisé sur une peinture de Van Gogh. Vous voyez ici ce morceau de prairie, ces extraordinaires vers et ces fleurs. Et en faisant une cartographie élémentaire avec une équipe franco-hollandaise, en travaillant au synchrotron à Grenoble, a mis en évidence sous cette peinture une autre composition en cartographiant des éléments chimiques, en cartographiant le mercure, ce qui est le rouge que vous voyez ici, le rouge des lèvres, le rouge du pourtour des yeux, et puis le blanc qui correspond à des pigments à base d'antimoine et qui ont permis de mettre en évidence de façon extrêmement spectaculaire un visage de femme, une autre composition sous ce tableau du morceau de prairie de Van Gogh. Alors, pourquoi vous montrer cet exemple? Parce qu'en fait, cette cartographie X élémentaire au C2RMF, on essaye de commencer à l'appliquer en utilisant non plus des techniques synchrotron, mais des techniques plus conventionnelles, plus simples, et qui peuvent se transporter, ça c'est très important, des techniques de fluorescence X, et on va cartographier par fluorescence X avec un faisceau qui là fait quelques microns, hein. On est sur des résolutions qui sont non plus de 3 mm, comme on a pu faire les essais au mois de mai à Delft, mais avec des faisceaux qui font de l'ordre de la dizaine, vingtaine de microns en diamètre, donc une très très bonne résolution latérale, et puis la possibilité de cartographier, de déplacer ce faisceau et d'enregistrer les spectres. Et vous voyez là qu'on aboutit, alors tout à l'heure, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était une cartographie 2D sur un tableau, et on est en chemin vers la cartographie 3D, vers les analyses élémentaires, la cartographie élémentaire en 3D. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là. On obtient des images 2D et qu'on va ensuite plaquer sur une photogrammétrie, sur une saisie 3D. On va faire une captation 3D de la statuette que vous voyez ici, une statuette qui provient du Forum antique de Bavay. Alors là, celle-ci est petite, hein, 26 cm de hauteur. Le visage est très petit, donc par rapport à l'origine de Delft. Mais vous voyez ici tous les détails que l'on obtient grâce à cette cartographie, plaquée sur une 2,5D, qui nous montre la répartition des éléments chimiques. Et vous voyez ici de quelle manière on arrive à mettre en évidence l'incrustation d'argent, mais également de façon très nette, et on n'en était pas du tout certain, l'incrustation des lèvres en cuivre non allié. Et puis des phénomènes ensuite qui restent à interpréter, de corrosion différentielle, qui nous rappellent ce qu'on peut observer quand on fait des analyses directes en surface de l'origine de Delft, avec des variations locales d'étain et de cuivre. Alors, évidemment, l'enjeu pour l'origine de Delft de ces techniques est important. La cartographie élémentaire apporterait beaucoup à la compréhension des yeux, hein, bien sûr. Ce sont des techniques sans contact, avec une très très bonne résolution géométrique. On aurait donc accès aux zones, à l'analyse des cils, des sourcils, du blanc de l'œil, éventuellement même de la caroncule, évidemment la pupille, l'iris, le cerclage. Donc on attend beaucoup du potentiel d'une telle technique. Et puis il faut bien sûr aussi revenir sur la question du bandeau incrusté. Alors le bandeau est incrusté de ce méandre qui est en étain a priori, et notre cartographie élémentaire ne changera sans doute pas la donne, mais ce serait quand même bien d'essayer de caractériser plus finement cet étain, et avec un faisceau beaucoup plus fin, on espère pouvoir analyser plus finement cette incrustation d'étain. Et puis il y a surtout l'enjeu de ces deux fils plats, les deux fils qui ont été révélés comme étant du cuivre non allié, mais dont la couleur noire, comme vous l'a dit tout à l'heure Sophie Descamps, interpelle. S'agit-il d'une patine intentionnelle? Lorsqu'on a fait les analyses, on n'a pas mis en évidence de soufre, et donc cette fameuse hypothèse du cuivre noir qui ferait remonter la pratique grecque associée au bronze de Corinthe de plusieurs siècles. Alors, parmi les 5 ou 6 statues, grandes statues de bronze connues et datées de l'époque du style sévère,
il faut rappeler, pour terminer cette intervention, que l'orige est la seule composition complexe, c'est un groupe statuaire, donc on a plusieurs pièces qu'on peut comparer entre elles au sein même du groupe statuaire, dont on peut comparer la technique. C'est le seul à être finalement très très bien daté, dont on connaisse le commanditaire, comme l'a dit Sophie Descamps, grâce à l'inscription associée, même l'emplacement de sa base à proximité immédiate du sanctuaire d'Apollon. Et donc c'est une occasion unique de pouvoir documenter la technique de fabrication de la période du style sévère, et notamment identifier et documenter les innovations de cette période. Et je pense en particulier à ces fameuses techniques de soudage, et notamment le soudage en cuvette qui, je vous l'ai dit, sera en vogue jusqu'à la fin de la période romaine. Mais étudier l'orige de Delphes, ça n'est pas seulement cette opportunité d'étudier les techniques, c'est aussi la possibilité d'étudier les modes d'approvisionnement et la provenance d'une multitude de matériaux, de cette multitude de matériaux qui composent l'orige, des matériaux de très haute qualité en général, dont l'approvisionnement n'est pas quelque chose de simple, et voilà, reconstituer les différents circuits d'approvisionnement et les échanges qu'il a fallu mettre en place pour acquérir de tels matériaux, c'est une question importante, et au premier rang desquels la provenance des métaux, la provenance du ou des cuivres, l'éventuelle provenance de l'étain, et donc les micro-prélèvements qu'on effectuera nous permettront de travailler sur ces questions également, par le biais de ces analyses élémentaires, mais aussi en ayant recours avec collaboration à des analyses isotopiques. Et puis, je reviendrai et je terminerai sur la question des noyaux. Je vous ai dit tout à l'heure combien il était important de bien documenter la composition et la manière de faire ces noyaux. C'est non seulement important pour documenter et confronter la question du bras juvénile, mais c'est aussi très important pour discuter la provenance, enfin le lieu de fabrication de l'orige, parce que si la provenance des métaux attendus peut être extrêmement lointaine. Les circuits d'approvisionnement au 5e siècle en métal sont des circuits qui sont à l'échelle du bassin méditerranéen. Par contre, c'est-à-dire que l'atelier qui a fabriqué l'orige pouvait s'approvisionner en cuivre et en étain en fonction de la qualité qu'il recherchait. Il pouvait aller chercher des cuivres qui pouvaient venir de très très loin. Mais par contre, l'argile qui a servi, la terre qui a servi à faire les noyaux, ça, c'est pas une terre qui va venir de l'autre bout de la Méditerranée. A priori, c'est un approvisionnement relativement local, et c'est donc le meilleur candidat pour travailler sur la question d'essayer de localiser une zone possible du lieu de fabrication de l'orige. Et je passe la parole à Sophie pour un dernier mot. En fait, la caractérisation des noyaux est importante, notamment pour le bras juvénile, puisqu'il en contient. On peut se dire que si on a une composition chimique et minéralogique différente, là, on aura une preuve de la non-appartenance de la statue au groupe de l'orige. Donc c'est évidemment très important. Et puis, il va falloir aussi vraiment travailler sur ce fragment de chevelure qui se trouve en réserve. Et enfin, donner, grâce à tous ces travaux et toutes ces analyses et toutes ces méthodes nouvelles, une polychromie de l'orige qu'on n'a jamais vue réellement, parce que il faut s'imaginer cette orige plutôt jaune, avec une ceinture rose, avec des cordons rouges, des lèvres rouges, on voit la couleur des yeux, mais on manque beaucoup d'éléments. Et pour terminer, par ce bandeau avec ces deux éléments noirs encadrant un étain qui avait donc une autre couleur et qu'il va falloir essayer de comprendre également.